La neige, par Henri Gréville. La neige tombait presque sans relâche depuis 2 jours entiers. Les routes avaient d'abord reçu une couche fine et ténue, semblable à du grésil, bientôt emportée par le vent. Puis une autre espèce de neige était venue, celle-là composée de larges flocons en forme d'étoiles qui tombaient lentement comme des plumes de cygne, s'étalaient sur le sol avec la grâce moelleuse d'un être vivant et coquet. Cette neige ne s'était pas contentée de recouvrir les chemins battus. Après avoir commencé par fondre sur le gazon jauni, sur les haies épineuses, elle s'y était enfin attachée et depuis, elle n'avait cessé de s'entasser lentement, mais sans répit, et la campagne avait disparu sous un voile uniforme. Le ciel s'était rougi pour un instant vers le soir du jour précédent, et les creux où la neige entassée formait des ombres bleues avaient semblé plus bleus encore. Puis, le gris uniforme s'était refermé sur l'astre disparu, la nuit était venue, grise aussi sur la terre blanche, puis le jour terne et blafard lui avait succédé, et les villages n'osant plus se secouer dans leur torpeur glacée, se demandaient si le monde allait mourir sous la neige qui tombait toujours. Dans la dernière maison du village, la fenêtre était close par un volet de bois, un filet de fumée sortait du toit de chaume, montait tout droit dans l'air tranquille. La lumière qui éclairait cette demeure venait du côté du jardin, où une porte-fenêtre donnait accès de plain-pied. Sous l'énorme manteau de la noire cheminée, 2 jeunes gens causaient tout près l'un de l'autre, mais leurs escabelles ne se touchaient pas, quoique seules, leurs mains restaient désunies, leurs cœurs ne battaient pas ensemble. « Le vieux est à la ville ?» demanda le jeune homme. Son air ennuyé ne suffisait probablement pas à exprimer sa mauvaise humeur, car il y joignit un ton bourru. « Il est allé chercher une potion pour la vache malade, » répondit la jeune fille. « Mais je ne crois pas qu'elle l'attende. Elle doit être morte à l'heure qu'il est. Il va gronder quand il rentrera. »« Pourquoi ne vas-tu pas y voir ?» grommela le jeune homme. Elle haussa les épaules. « Pour le bien que je peux lui faire, ça n'en vaut pas la peine. Et d'ailleurs, ça me fait de la peine de voir souffrir une bête. J'aime mieux n'y pas regarder. » Elle baissa la tête et regarda tristement le foyer où brûlait un petit feu de racine, aussi maigre et aussi chétif que pouvait le souhaiter l'être le plus parcimonieux. Ils gardèrent le silence un instant. Quelques flocons de neige tombèrent par le haut de la cheminée, brillèrent pendant leur chute de toutes les couleurs du prisme, puis disparurent dans les cendres. « Quand doit-il revenir ?» dit le jeune homme. « À 3 heures. La voiture repart 1 heure après pour la ville. Il ne peut y avoir de retard, » dit-elle. « Il sera ici dans une demi-heure, » répondit-il en regardant la vieille horloge. « Écoute, Mélie, puisqu'il faut parler franc, j'ai quelque chose à te dire. »« Je sais ce que c'est, » fit la jeune fille d'un air navré. « Tu ne m'aimes plus. » Le jeune homme, embarrassé, fit un geste indécis, puis revenant à son idée, il reprit avec une naïveté cruelle. « Mais si, je t'aime toujours. On n'est pas camarades pour rien. Il reste un peu d'amitié. Oui, c'est entendu. Mais tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais à la Saint-Jean dernière. Tu ne veux plus de moi pour ta bonne amie. » Il se leva de son siège rustique et fit quelques pas dans la salle. « Eh bien non, c'est vrai, » dit-il enfin. « Ce n'est pas ma faute. L'amour ne se commande pas. Ce n'est pas ce que tu me disais quand tu me demandais de t'aimer. Tu disais dans ce temps-là que ton amour pour moi méritait une récompense, et que je devais t'aimer aussi. J'ai obéi, et à présent c'est autre chose. »« Eh oui, c'est autre chose, » dit Jean de plus en plus maussade. « On a une bonne amie pour un temps, pour passer sa jeunesse, et puis le temps venu, il faut bien faire comme les autres et se marier. » Mélie se leva, toute droite, toute blanche, les yeux fixés sur le visage de celui qui l'abandonnait et qui baissait la tête, incapable de soutenir son regard. « Tu te maries ?» dit-elle d'une voix rauque. « Oui, les parents le veulent, et je ne veux pas les contrarier. »« Et moi ? » ?»« Eh bien toi, je ne t'avais pas promis le mariage au bout du compte, » fit le donjon du village en se révoltant. « Oh non, tu ne m'avais rien promis du tout. »« Puisque tu en conviens toi-même. »« J'en conviens, » répéta la jeune fille en se rasseyant. Tout son être frêle et mignon frissonnait plus encore sous la lâcheté de l'abandon que sous la douleur d'un amour méconnu. « Je conviens aussi que tu as raison de ne pas m'épouser, puisque je ne suis qu'une enfant trouvée, nourrie par charité, servant aujourd'hui chez le vieux qui m'a recueilli. Oh non, on n'épouse pas une fille comme moi. Tu as raison, Jean. »« Ta future est riche ? Mais oui, pas mal, » répondit Jean en se caressant la moustache d'un air content.
Mélie prenait bien la chose à ce qu'il lui semblait, et cela le mettait en belle humeur. Et joli? Pour cela, rien de trop, fit l'ex-amoureux en baissant l'oreille. Mais la noce n'est pas faite et ne se fera qu'à Pâques. Il leur faut tout ce temps-là pour arranger les chiffons de la mariée. En attendant, petite Mélie, si tu veux, nous pourrons avoir encore quelques semaines de bon temps. Tu es jolie, plus jolie que la future. Ah ça, oui. Il voulait prendre la jeune fille par la taille et appliquer un baiser sur ses joues décolorées. Elle bondit en arrière, s'appuya au montant de la cheminée, et regardant en face l'homme qu'elle avait aimé, elle lui cracha au visage. « Va-t'en !» lui dit-elle, pendant que Jean, stupéfait, essuyait machinalement l'outrage avec sa manche et la regardait avec ses gros yeux à fleur de tête, pleins d'une méchante colère. « Va-t'en !» répéta-t-elle, « ou je te tuerai !» Elle avait pris la pelle à feu et la brandissait si près du visage de Jean qu'il recula prudemment du côté de la porte du jardin. « Comme tu voudras, » murmura-t-il déconfit. « Comme tu voudras. Je ne pensais pas te fâcher. Il n'y a pas de quoi se mettre en colère. Va-t'en, » dit encore la jeune fille, mais cette fois sans le menacer. La fureur avait disparu de son visage, qui n'exprimait plus que le dégoût. Il battit en retraite et sortit en refermant sur lui la porte du jardin. Sa silhouette assombrit un instant le peu de jour que laissaient entrer les carreaux verdâtres, puis disparut, et Mélie retourna près du foyer. Elle ne pleurait pas. Certains coups meurtrissent le cœur, comme d'autres le corps, sans faire couler de sang, ni de larmes, et ce ne sont pas les moins douloureux. Elle regarda sa vie passée comme on regarde un travail mal fait, une œuvre manquée. C'était par un jour d'hiver semblable à celui-ci qu'on avait accueilli dans la maison communale sa mère mourante qui la portait dans ses bras. Le seul mot que la malheureuse avait pu prononcer était un nom, Mélie. Était-ce le sien, ou celui de la petite fille alors âgée de 3 ans? À qui cela importait-il? L'enfant fut nommé Mélie. On enterra la mère et tout fut dit. Le vieux Jacques, qui n'était déjà pas jeune alors, avait ramassé vers 7 ans cette petite créature, jusque-là un peu nourrie par tous, et il l'avait promue au grade de servante. Servante, pour une enfant qui n'était qu'une mendiante. Il y avait là un changement de position sociale. Émilie sut gré au vieillard de l'avoir élevée à cette dignité. Toute petite, mais déjà intelligente et docile, elle l'avait servi dans la mesure de ses forces enfantines, souvent au-delà, ne réclamant d'autre salaire que son pain quotidien. Le vieillard était rude et grossier, et souvent il parlait plus fort qu'il n'eût fallu. Cependant jamais il n'avait frappé l'orpheline, retenue peut-être par un vague respect de ce malheur qui n'avait aucune protection. La vie de Mélie s'était écoulée dans cette cabane, entre la vache et les poules, sans joie, sans espérance, sans rêve d'avenir. Que pouvait-elle rêver? Jean l'avait remarqué un jour, puis courtisé. À Saint-Jean, il l'avait choisi pour danser. C'est alors que le cœur de la jeune fille avait connu l'orgueil d'être aimé, et la joie plus humble et plus pénétrante d'aimer elle-même. Elle n'aimait pas le vieux, qu'elle craignait. Elle avait aimé les petits veaux et les poussins. Tous ces êtres, élevés par elle, avaient disparu dans la voiture qui conduit les marchandises à la ville. Les enfants trouvés n'ont jamais d'amis parmi ceux de leur âge. Les parents ont bien soin de le leur répéter. On ne sait pas seulement d'où ça vient. Comme s'il était nécessaire de venir d'un endroit connu pour mériter un peu de tendresse. Jean l'aimait. Il la préférait aux autres. Elle sentait son pauvre petit cœur gonflé de reconnaissance à l'idée que lui, le plus beau et le meilleur du village, ne méprisait pas une enfant trouvée. Elle l'aima de toutes ses forces, car elle goûtait pour la première fois la douceur de la tendresse. Alors il se mariait. Il avait assez d'elle. Pas encore assez cependant, puisqu'il l'avait osé. À ce souvenir, elle frissonna comme sous l'injure, et cacha sous ses 2 mains ses yeux brûlants et secs, et son front couvert de honte. Il ne l'avait pas aimée, c'était clair. Pendant qu'elle rêvait de lui consacrer sa vie, s'efforçant d'imaginer des dévouements impossibles pour les mettre à ses pieds, il cherchait un passe-temps qui le conduisit sans ennui jusqu'à l'époque de son mariage. Une amertume profonde entra irrévocablement dans l'âme de cet enfant, à qui personne n'avait enseigné la résignation et qui se révoltait contre l'injustice. La colère et l'amertume, tels allaient être ses compagnons de chaque jour. Rien n'est plus cruel pour une âme innocente que de sentir soudain de mauvais sentiments la pénétrer avec le froid du glaive. Ces hôtes malsains sont plus douloureux encore à supporter que le mal qui les a fait entrer. Hélas, quoi qu'on ait pu dire, ce n'est pas par goût qu'on devient méchant.
l'apprentissage de la perversité est accompagné de bien des tortures. Pendant que Mélie sentait la rage et l'indignation lui déchirer le cœur, la porte extérieure s'ouvrit et le vieux entra, tout couvert de neige. Il se secoua sur le seuil et pénétra dans sa demeure sans une parole amicale pour celle qui gardait son foyer. « Eh bien, dit-il, la vache. Elle ne va pas mieux, répondit machinalement la petite servante. J'y vais, grommela Jacques en sortant aussitôt. Elle avait repris sa méditation et cherchait quelque vengeance lorsque le vieux rentra, les sourcils hérissés, les mains tremblantes, dans une indicible colère. « Elle est morte !» cria-t-il en frappant de son bâton sur la pierre du seuil. « Elle est froide, et toi, misérable fainéante, tu n'as pas seulement été la regarder. »« J'y étais, maître, » répondit Mélie en quittant sa place. « J'ai cru qu'il n'y avait rien à faire et je n'y suis pas retourné. »« Tu mens !» s'écria le vieillard en bégayant de colère. « Tu n'as pas mis les pieds hors d'ici, tu crains le froid, tu es frileuse, comme une princesse, et tu restes à te chauffer les pieds. » Il s'était approché de la porte vitrée, et il aperçut les traces de pas que la neige n'avait pas eu le temps de recouvrir. Le temps s'était un peu éclairci, et les flocons blancs avaient cessé de tomber. « Tiens, dit-il, blême de rage, voilà pourquoi tu ne soignes pas mon bétail. Pourquoi tu ne fais plus œuvre de tes 10 doigts. Mademoiselle a un amoureux qui vient la voir, et on devise ensemble au lieu de travailler. Un amoureux à Mélie. Quel malheureux abandonné de tout a pu courtiser la belle demoiselle que voilà. » Mélie sourit amèrement, et se croisa les bras pour attendre que la colère de Jacques fût passée.